Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Philippe, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es Philippe Noton, un tout nouvel écrivain belge, puisque tu viens de sortir ton livre Augure il y a à peine quelques semaines. Augure est un thriller historique que j'ai personnellement beaucoup aimé, et je suis ravie que tu sois là ce soir pour nous en parler. Alors, est-ce que ça serait juste de dire qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on a avec les guerres de religion, les crimes commis au nom de Dieu, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas su tirer les leçons du passé, qu'on n'a pas su lire les augures du IVe siècle après Jésus-Christ ou Constantin? Bon, la liaison est non, oui, mais non. C'est-à-dire que pour lire une période comme toutes les périodes en acte actuelles, il faut, à mon avis, rechercher des liens dans le passé, des explications, si pas des causes, parce que les causes sont très multiples et pas toujours évidentes à connaître, des liens. C'est vrai que après un certain temps, l'humanité, la société a tendance à oublier ce qu'elle aurait dû retenir pour survivre. Je prends l'exemple, par exemple, des coteaux du Vésuve. Le Vésuve, on se souvient d'Herculanum et de Pompéi, donc qui ont été ensevelis. Et actuellement, les coteaux sont de nouveau occupés. Alors, pourquoi? Qui a oublié? Qu'est-ce qui va se passer? Quel drame? Donc, je me dis qu'on peut se nourrir, on devrait se nourrir en permanence du passé. Alors, pour cette période particulière du début du IVe siècle, c'est parce qu'au fond, je me suis dit que pour comprendre l'Occident actuellement, il fallait revenir à certaines sources que moi, je suis capable de comprendre. Et assez rapidement, je me suis fixé sur la période du début du christianisme, sur le personnage de Jésus. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, des bonnes lectures, des mauvaises lectures, beaucoup de mauvaises lectures. Et peu à peu, je me suis distancé de cette époque-là, en me disant qu'elle n'était pas assez proche de nous. Continuant mes lectures, montant dans les siècles, je me suis arrêté après, par exemple, des débats théoriques, théologiques entre certains écrivains romains, chrétiens, païens. Je me suis arrêté sur la période du début la fin du IIIe siècle et début du IVe, qui tout d'un coup devenait lisible par nous. On comprend les éléments. Il y a eu des conciles qui ont existé parce qu'un empereur ou sa mère ou les deux ont décidé que le paganisme n'était plus suffisant pour appuyer l'administration, l'empereur, l'administration de l'empire. Et donc il était peut-être temps de chercher une autre religion pour comprendre le monde, pour vivre dans ce monde. Quelle religion? La chrétienté. Donc voilà le lien que je fais. Et cette époque-là, on a essayé d'uniformiser le christianisme qui était très disparate. Il y avait des clans très différents qui pensaient des choses différentes, qui avaient des points de vue très différents. Et donc Constantin a créé un concile, un premier, un deuxième, un troisième, où il a demandé notamment à tous les évêques qu'il avait invités sur sa cassette personnelle, rendez-moi mon sommeil. Enfin, c'est ce dont on a comme commentaire de l'époque, rendez-moi mon sommeil et tombez d'accord s'il vous plaît. Donc je veux un christianisme, je n'en veux pas 10, ni 15, ni 20. Et tout d'un coup, il a été voté à main levée une quantité de choses au premier concile de Nicée, préparant le second concile de Nicée un peu plus tard. Voilà. D'accord. Donc je crois que oui, et alors non, pour revenir à la question, je crois que oui, il faut aller chercher dans le passé des choses qui ont des liens. Petit à petit, je crois que cette liaison a pu être faite pour moi entre cette époque-là, que j'ai mise en miroir de notre actualité, face à notre actualité à nous. Voilà. D'accord. Oui, parce que, alors après, il y a ce lien avec le passé et le présent, puis tu fais aussi quand même, tu parles de l'année 2061, où finalement les choses empirent encore. Alors oui, mais ça, je me suis bien amusé. C'est effrayant de dire ça. Mais quand j'ai commencé à travailler vraiment sur la question de l'époque de Constantin le Grand, qui a donc donné la possibilité à une religion de devenir centrale dans le monde romain, le christianisme, je suis remonté assez rapidement sur le paganisme. J'ai sauté de cheval, je suis passé sur le côté du paganisme pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'était le paganisme, pourquoi. Évidemment, très rapidement, on tombe sur la naissance de Rome
en 753, c'est une date théorique ou symbolique de 753 avant Jésus-Christ, et sur des oracles qui avaient lieu, comme d'habitude toujours, pour fonder une ville, pour fonder un empire, pour décider d'une guerre. Tout se basait sur des oracles. On consultait des gens qui étaient des fonctionnaires divins entre les dieux et les hommes, et qui étaient capables de lire certains signes pour dire que oui, cette guerre est bonne, donc tu la gagneras. Une guerre n'est bonne que si on la gagne, si on n'est pas bonne. Que oui, Rome peut naître sous telles conditions et continuer à vivre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la philosophie grecque est une philosophie à cycle. On naît, on meurt. Il y a toujours ce cycle, le cycle est permanent et répétitif. Une île peut prendre un pouvoir, mais dans le cycle suivant, elle la perdra, ce sera une autre qui prendra le pouvoir. Or, Rome, à l'époque étrusque, quand elle naît, est dans les mêmes conditions, et d'ailleurs, l'oracle, la Sibylle de Cume, à côté de Naples, qui est grec, fait le même genre d'oracle, donc on ne dépasse jamais le cycle. La prétention romaine, mais je crois qu'elle doit être postérieure à ce moment-là, dit que Rome n'est plus soumise au cycle, mais que Rome est éternelle. Donc on connaît bien le Rome éternel, l'éternité, mais dans quelles conditions? On a oublié ces conditions. Et dans les livres sibyllins, ce qu'on en a dit, ce que j'ai pu lire, j'ai fait de la cueillette, je n'ai pas fait de la recherche académique pure, non, mais ce qu'on en a dit à un moment, c'est que Rome, oui, pouvait devenir éternelle si à chaque cycle d'année, c'est-à-dire 365 ans, si le calendrier est de 365, eh bien, si il y a assez de vertus parmi les Romains de l'Empire à l'époque pour reconduire cette éternité, pour entrer donc dans un second cycle. En fait, c'est la roue, ça continue. Ça tourne. Alors, les calendriers ont été différents, on ne compte pas en 365 ans, parfois c'était 350, parfois bon. Alors, grossièrement, de nouveau, je n'ai pas fait une recherche très profonde, très approfondie. Si on fait 365 ans ou 350 ans après la naissance de Rome, Romulus et Rémus, donc les livres sibyllins, il y a une invasion gauloise qui affecte Rome et qui oblige les Romains à se retirer, à détruire une partie de leur ville pour s'emmurer plus fermement, et qui finit par être une négociation très humiliante pour le peuple romain, le grand peuple dans leur départ de civilisation, et qui finissent par acheter, par payer d'or les Gaulois pour qu'ils se retirent et aillent brûler d'autres villes. Donc Rome, par vertu, oui, de l'argent certainement là, peut continuer à vivre, mais grand tremblement de terre, grand choc. Même temps, après, eh bien, c'est l'époque de César, de Pompée, d'Octave, qui devient Auguste, et qui en finit avec le Sénat, avec la République, donc on passe à l'Empire. 365 ans après, alors je gratte sur les décimales, mais Constantin arrive à cette crise religieuse énorme, il la résout en imposant le christianisme dans l'État romain, et il permet que cet État continue, parce qu'il était très menacé par notamment les percées extérieures, les fameux barbares, et tout le drame intérieur, notamment économique, fiscal, etc., moral. 365 ans après, si on continue en limant encore un petit peu, on tombe sur l'hégire de Mohamed, donc encore une révolution, et on continue. Après ça, il y a les croisades. Après ça, il y a la fin du Moyen-Âge, la Renaissance. Après ça, on arrive à des révolutions absolument puissantes, qui est la Révolution américaine et la Révolution française. On commence à parler de droits de l'homme. Et bon, moi j'utilise ce rebond, personne ne me l'a soufflé, et je trouvais très intéressant de ne pas m'arrêter. Si on part sur l'idée que la redondance est valable dans le passé, pourquoi pas dans le futur? Bon, évidemment, nous, on est en plein milieu d'un cycle. On est après Napoléon et les États-Unis, qui se comportent comme des empereurs romains, comme des empires romains, tout le monde en rêve encore. Eh bien, les 365 ans, ou 350, ou voilà, devraient tomber en 2160 à peu près. D'accord. Nous sommes au milieu du cycle. Drame. D'accord. On ne peut pas mourir au milieu d'un cycle, on peut se remettre en question à chaque fin de cycle. Qu'est-ce qui se passe actuellement?
Alors je me suis amusé avec cette idée. Ce n'est pas un oracle, c'est juste une suite logique. Voilà. C'est utile ou non. Oui, elle est utile dans mon histoire et dans les remarques. Alors, ça fera rire beaucoup de monde, certainement. Il y avait une chose que je m'étais demandé. Il y a dans un moment, il y a le personnage principal du roman, Gilles, qui, pendant son voyage, se retrouve possédé par un personnage sur une île. Sa main est prise et il est animé par l'écriture automatique. Et il parle de messages qui sont un petit peu, qui sont pas vraiment sur le même ton du livre. Et c'est presque, à la limite, comme si c'était même pas toi qui les avais écrites. On a l'impression que ça vient d'ailleurs. Alors ça vient d'où? Bon, Gilles est un personnage, on va pas dire qui il est exactement, mais je lui ai prêté pas mal d'expériences que j'avais vécues, que j'ai organisées pour que ça rentre évidemment dans l'histoire en général. C'est le voyageur. C'est le voyageur. Il n'est pas moi, non, un peu, parfois, par des gestes, mais je lui ai fait, je l'ai mis dans son voyage initiatique, parce qu'en fait, il vit cette espèce de voyage initiatique, un moment que j'ai vécu, vraiment, voilà, et où je me suis senti complètement envahi par un personnage que je cherchais et qui m'est tombé dessus, vraiment. Il était même presque désespéré. Lui vit à peu près ça à ce moment-là aussi, parce que j'allais chercher mes personnages, j'allais fabriquer mes personnages sur place, enfin aux endroits où je croyais pouvoir les trouver. Et mes personnages étaient actuels, mais d'autres étaient anciens. Donc, ceux anciens, comment les contacter? Alors je me suis inventé une chasse aux fantômes, qui a marché parfois, c'était plutôt fantaisiste et drôle, et qui, cette fois-là, m'a vraiment pris. Donc, oui. je me suis mise à dire à ce personnage que je n'écrivais plus, ça suffisait, je voulais aussi respirer et penser à autre chose. Et quand je suis sorti, ce qui va arriver au personnage de Gilles, quand je suis sorti de l'île, soudain, plus rien. C'est-à-dire que je suis passé du plein et de l'invasion, avec des idées de nouveau qui n'étaient pas les miennes, à plus rien. Et moi, j'étais ravi d'avoir quelqu'un dans ma voiture avec qui parler, enfin, après autant de kilomètres. Plus rien du tout. C'était même émouvant. Donc c'est là où je me dis... Bon, alors il y a une histoire qui continue à la fin, où Gilles repasse par là, pas très loin, et se fait de nouveau interpeller par ce personnage. C'est ce que j'ai vécu. Donc, au-delà... Le parallèle est incroyable. Alors il y a un truc très très drôle, je ne me souviens plus dans quel guide, mais quand je suis sorti, j'ai repris tous mes guides, j'ai essayé de voir quelle était cette île noire sur laquelle je m'étais trouvé. J'ai repris des guides ne sachant pas où aller, j'étais un peu perdu, un peu très perplexe, très remis en question par cette expérience bizarre que j'avais vécue. Et j'ai pris un guide, je crois que c'est le guide de Lonely Planet, je ne suis pas très sûr, et je lis tout ce qui se disait à propos de Gvar que je n'avais pas vu finalement, puisque j'étais très occupé. Il s'y lisait que c'était un des endroits où on se faisait le plus facilement envahir, je crois que les termes étaient là, posséder ou par des voix. D'accord. Dans le guide. Alors moi j'avais vécu ça. Une bonne adresse. Voilà. J'y retournerai pour vérifier, mais voilà. C'est une bonne adresse. Voilà. Mais à propos des voyages aussi, alors, c'est le personnage de Gilles, comme tu le dis toi-même, qui a certaines similitudes avec toi, qui entreprend un voyage immense pour pouvoir résoudre l'énigme qu'il faut lire dans le livre. Comme toi, je veux dire, tu as fait un voyage énorme pour ce livre, tu as fait beaucoup de déplacements, ça t'a pris, tu es parti pendant 6 mois, je crois. Voilà. Donc j'ai fait une recherche historique qui était assez profonde et très incomplète, mais qui petit à petit, c'était un projet de roman, mais me mangeait le roman, parce que j'étais en train d'expliquer des choses qui étaient beaucoup plus théoriques, je dirais, historiques, historiographiques. Et donc à un moment j'ai déposé mon bic et je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller, il faut chercher des personnages. Je n'arrivais pas à extraire de personnages de toutes mes lectures, et donc je suis parti. Et avec beaucoup de chance, j'ai vendu ce que j'avais, j'ai trouvé une voiture qu'on m'a en fait prêtée, et je suis parti jusqu'à Istanbul en m'arrêtant à tous les endroits que j'estimais nécessaires, passant sur des routes historiques, donc,
notamment la première commencée à partir de Saint-Tropez par Constantin, qui est monté par le col du Mont-Genèvre, attaqué Turin, et puis Milan, et puis au nord de l'Adriatique, qui a plongé sur Rome pour attaquer son collègue Maxence qui tenait Rome. Bon, donc j'ai fait toutes ces routes, je me suis arrêté le plus possible dans des zones archéologiques ou des zones dont je croyais qu'on parlait et qui, même si elles n'étaient pas repérées, comment je peux dire ça, répertoriées? Oui, répertoriées officiellement sur des guides ou des cartes ou ailleurs, je m'y arrêtais, j'essayais de découvrir et de trouver des personnages. Et de trouver, oui, des fantômes. Mon idée était au fond, si je ne trouve pas, j'aurai des fantômes. Et bien voilà. Donc le voyage que j'ai fait, en gros, c'était le vrai départ était à partir de Grimaud, où j'ai habité pendant quelques années. J'ai été jusqu'à Rome, puis je suis remonté au nord de l'Adriatique, redescendu sur la Croatie, la Serbie. Là, je me suis arrêté dans des villes qui étaient des anciennes capitales d'empereurs, sous-capitales, on va dire, qui n'étaient pas Rome. Et puis je suis arrivé jusqu'à Istanbul. Je me sers de cette partie de voyage jusqu'à Istanbul dans le roman. En vérité, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai longé toute la frontière syrienne, irakienne, iranienne, arménienne, et je suis entré en Géorgie, dans le Caucase, jusqu'en Arménie. C'est ça qui donne le ton au livre, ça donne vraiment un petit goût passionné. On sent en fait vraiment le voyage dans le livre. On sent l'amour du voyage. Ah oui, mais pour moi c'était l'amour et la nécessité. Aussi. Oui, ça me correspond. Et ça te correspond. Je voulais trouver des choses que je ne trouvais pas dans les livres. Donc j'ai eu une chance incroyable j'ai passé 6 mois à me promener de sites archéologiques officiels en sites archéologiques non officiels pour découvrir mes décors, mes personnages et inventer toute cette histoire. Il y a plus que ça, puisque j'ai fait quelques mois en plus pour aller jusqu'en Arménie. Oui, c'était fascinant. Il y avait une chose aussi qui m'avait frappé dans le livre, c'est vraiment très original, mais je n'ai jamais vu ça ailleurs, c'est cette manière de passer justement de l'ancienne époque du IVe siècle après Jésus-Christ à l'époque contemporaine. Bon, alors, on dirait que les personnages ont aidé, mais il y a une technique d'écriture là-dedans très originale, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est une technique, mais c'est un choix qui a été très très compliqué au départ, c'était d'essayer de faire passer un ton, qui est le ton du roman historique, à un autre ton qui est le roman actuel. Et alors, j'ai perdu pas beaucoup de copains, mais beaucoup de lecteurs au départ à qui je demandais de l'aide, parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile, l'époque passée étant une époque résolue, pacifiée, on va dire, puisqu'elle a existé, elle ne réexistera plus. Et l'époque actuelle, on est en plein débat tous, toi, moi, sur telle ou telle question politique actuelle, ou d'hier, ou de demain. Et donc, j'ai fait le choix de faire un chapitre historique, un chapitre moderne, un chapitre historique. Ça m'a coûté beaucoup pour que le lien soit faisable. Ça, c'est une première chose. J'ai eu l'envie de faire ça quand j'ai lu un roman de Bulgakov qui s'appelle Le Maître et Marguerite, et qui, lui, se promenait entre la période russe qui le concernait, sur laquelle lui voulait parler, et l'époque de Jésus. Alors tout d'un coup, ça a fait une liaison. Alors, ça a été un peu une première pour moi d'essayer ça. Mais c'est réussi parce que c'est vrai qu'au début on est un petit peu décontenancé. Ben oui. Et puis après on sent vraiment le fil est parti. Voilà, mais je te remercie. Demain tu retournes au Brésil, donc on a beaucoup de chance, voilà, Paul Thomé, de t'avoir eu à la veille de ton départ, et une fois que tu seras parti, j'espère que la Belgique va se mobiliser pour te soutenir, parce que c'est vraiment un livre qui en vaut la peine, et c'est ton premier roman. Bravo.